Bienvenue à tous, c'est Thomas et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon tout nouveau setup. On va faire un tour de tout ce que j'utilise et je vais mettre un lien pour chaque objet dans la description, donc si vous voulez passer, ça soutiendra la chaîne comme à chaque fois, donc c'est cool quoi. Tout d'abord, vous allez pouvoir voir que le bureau en tant que tel, il est dans la chambre, ce qui fait que j'ai le lit juste derrière moi et j'ai pas un espace énorme à utiliser. Ce qui fait qu'il y a quelques concessions qui doivent être faites, notamment sur la place. Vous pouvez voir que tout est organisé autour d'un bureau en bois. Le look est assez simple, c'est juste une planche en bois avec une armature en fer. Ça vient contraster avec le côté très lumineux et blanc de la pièce parce que comme vous pouvez le voir, j'ai deux grandes fenêtres à gauche, ce qui est assez sympa mais en même temps ça offre énormément de lumière. Donc à voir un petit peu comment s'en servir en vidéo, ça demande de faire quelques petits ajustements de temps à autre, mais je peux pas vraiment me plaindre. D'ailleurs, au niveau de l'esthétique générale de la pièce, vous voyez que j'ai une couverture couleur vin derrière moi. Voilà, ça fait partie du petit charme. Si vous aimez bien, laissez un commentaire. Si vous avez d'autres recommandations, je suis preneur, voilà. Ça met une petite touche de gaieté dans tout cet espace. Pour ce qui est du setup en tant que tel, tout va tourner autour du Mac Mini M2. C'est vraiment la machine qui est au centre de tout lui est connecté et je fais absolument tout avec, que ce soit au niveau professionnel et puis du coup personnel, amateur avec YouTube en ce moment. C'est une véritable brute, c'est-à-dire que je peux tout faire avec, que ce soit du montage vidéo en l'occurrence, mais aussi du travail sur des documents en ligne, des projets, des vidéoconférences, des onglets ouverts par milliers, vraiment. Le Mac Mini en version de base fonctionne extrêmement bien. Ah, parce que c'est la version de base qui n'a absolument rien, c'est 8 Go de RAM, 256 de stockage, vraiment c'est budget. D'ailleurs, un fait assez intéressant, c'est que même la tour gaming qu'on a aussi ici dans l'espace ne fonctionne pas aussi bien que le Mac Mini pour les tâches professionnelles, par exemple du montage vidéo, ce qui est vraiment impressionnant au vu des différences de tarifs, c'est-à-dire que la tour gaming, la simple carte graphique vaut déjà plus que le Mac Mini, enfin... c'est débile. Il est accompagné en permanence d'un iPad Air M1 que j'utilise pour absolument tout et d'ailleurs pendant presque un an, donc depuis la sortie de l'iPad Air, j'ai utilisé exclusivement cet appareil, j'avais rien d'autre sous la main. Alors pendant les premiers mois c'est un véritable enfer parce qu'on pense à s'en servir comme si c'était un PC et au bout d'un certain temps quand on comprend un petit peu les limitantes et comment s'en servir, ça devient vraiment un incontournable et même aujourd'hui parfois quand je travaille sur le Mac Mini, il y a des choses que j'aimerais pouvoir faire de forme tactile ou un peu différemment et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les deux en même temps. Ce que j'ai envie de faire sur l'iPad, je le fais sur l'iPad et je le retransmets derrière sur le Mac Mini et ça fait des moments assez intéressants. Par exemple, le dérush est fait sur iPad parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite, mais par contre toute la partie montage est faite sur le Mac Mini parce que je trouve que c'est plus complet. Donc voilà, ça va dépendre de chaque chose, mais ils fonctionnent très bien ensemble. D'ailleurs, j'utilise LumaFusion pour faire mes montages sur iPad et sur le Mac, j'alterne entre LumaFusion et DaVinci, ça va dépendre vraiment de ce que j'ai envie de faire. En règle générale, je reste quand même pas mal sur LumaFusion que je trouve un petit peu plus simple à prendre en main, mais au fur et à mesure, on se dirige sur DaVinci pour faire plus de choses complexes à voir dans l'avenir. Pour ce qui est de la partie gaming, je joue aussi avec le Mac Mini parce que tous les jeux qui sont compatibles tournent divinement bien. Alors bien sûr, si vous commencez à vouloir jouer à des trucs un peu plus gros, ça fonctionnera pas forcément sur cette version en tout cas, peut-être que la version Pro sera plus efficace. Si vous voulez, j'ai fait une autre vidéo sur le thème en particulier, je vous la mettrai en description peut-être, ou elle va apparaître de toute façon autour, ou passer sur la chaîne tout simplement, ça fait très plaisir. Dans tous les cas, quand j'ai vraiment envie de jouer, en fait j'ai une Xbox Series S sur le bureau qui est connectée à mon écran de PC, ce qui fait en fait que je peux juste alterner parce que c'est important de bosser mais aussi de se détendre de temps à autre, histoire de vider un peu la tête et je trouve que la Series S match parfaitement pour ça, en sachant que quand on joue sur un écran 1080p, les graphismes ils sont juste impressionnants, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun problème. Je suis impressionné. J'ai fait une vidéo aussi sur la Xbox Series S et je dois admettre que depuis que je l'ai mis sur un écran 1080, le peu de critiques que j'avais à faire sur elle, elles ont toutes disparu parce que ça fonctionne divinement bien, donc c'est vraiment conseillé. En parlant de l'écran, du coup, c'est un AOC C24G2U. Le nom est un petit peu compliqué, mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une dalle IPS, donc c'est un énorme avantage, je trouve, vu que avant je tournais sur le même écran, mais en version VA. Donc là, c'est de l'IPS en 1080p, 144 Hz, ce qui est juste top, il n'y a pas d'autre mot. Alors est-ce que ce modèle est le meilleur? Pas forcément, j'ai vu que sur le marché il y en a plein maintenant qui font ça, mais en tout cas si vous avez l'occasion de passer sur de l'IPS après du VA, il y a une réelle différence, je trouve que c'est plus agréable, notamment pour les films, et ce que j'aime de ce modèle en particulier, c'est qu'il est, alors attention,
dans sa gamme de prix, très juste sur les couleurs. Alors c'est pas un écran professionnel évidemment, mais ça vous permet, du moins ça me permet à moi, quand je fais de l'édition photo ou quand je suis en train de faire un travail en particulier, que ce soit le montage, et bah c'est sympa que les couleurs soient relativement conformes à la réalité, en sachant qu'on peut mettre un mode gaming par exemple pour les modifier si on en a envie, mais le mode de base est vachement sympa pour ça, donc c'est un gros plus pour moi qui joue sur le même écran et travaille, donc voilà, très efficace, j'aime beaucoup. Petit bémol par contre pour le design, franchement les petites lignes rouges gamer, j'ai un petit peu de mal, mais bon, on fait avec, c'est pas trop grave, j'ai retiré le pied et on s'en rend même plus compte. Je vois déjà les gens arriver me dire que ça va avec la couverture derrière. Moyen. Pour les jeux vidéo, et bah évidemment, la manette qui m'accompagne tout le temps, c'est une couleur bleu océan parce que je la trouve magnifique. Donc quand je joue sur le Mac Mini, ce qui est relativement rare, c'est plutôt en cloud et sur Steam de temps à autre. Donc j'ai cette petite manette qui va avec, même si en réalité la plupart du temps je suis sur la série S et j'utilise la manette blanche. Ça fait vraiment problème de riche quand t'as deux manettes pour la même chose, enfin bref. Au niveau des périphériques, j'ai longtemps tourné avec un clavier mécanique. Je suis assez fan des Switch blancs, donc qui est les box blancs, que je trouve super agréable. C'est un mélange un petit peu entre du bleu et peut-être du marron, je dirais. Enfin bref, j'aime beaucoup ça pour écrire. Et finalement, depuis que je suis passé sur le K380 de Logitech, qui est absolument pas mécanique, qui n'est absolument pas gamer d'ailleurs, et bah je le trouve mieux. Ce qui est assez paradoxal, mais il est très léger. Je peux me connecter à 3 appareils en même temps avec lui et il fait absolument tout ce dont j'ai besoin, en sachant qu'il est aussi avec les touches pour Mac, ce qui est une énorme aide. Donc à l'heure actuelle, je suis avec ce clavier et je le trouve vraiment génial. Donc peut-être qu'à l'avenir, celui qui me donnerait plutôt envie, c'est non pas un clavier gamer, mais plutôt le clavier de Logitech, qui est donc la même chose que celui-ci, mais en version un petit peu plus haut de gamme, plus métallique, avec quelques touches en plus. Il a l'air très sympa. Ou alors le mécanique, mais low profile, qui a l'air vraiment topissime. Ce sera pour l'avenir. En tout cas, à l'heure actuelle, j'adore ce clavier. Il m'a accompagné avec l'iPad et il m'accompagne aujourd'hui avec le Mac Mini. Il est au top. Au niveau de la souris maintenant, et ben je tourne avec la MX Anywhere 3. Pourquoi ? En fait, j'ai longtemps utilisé la MX Master 3S, je crois, ou la 3 tout simplement, et en fait, cette souris avait un réel problème par rapport à moi, c'est que j'ai pas des mains très grandes. Le problème qui se pose après, c'est que la MX Master, c'est quand même un sacré spécimen. Autant quand on travaille, c'est pas trop gênant, et les boutons en plus sont très agréables, mais si on veut faire plein de choses avec la souris, il se trouve que moi, j'étais pas super confortable avec, et donc, tout naturellement, je me suis tourné vers le modèle qui est donc la petite sœur, la MX Anywhere 3, qui est entre guillemets assez similaire mais de plus petite taille. On perd quelques boutons, notamment la side wheel qui est un vrai problème par certains moments, mais on fait avec. Et pour moi en tout cas, elle correspond parfaitement à la taille de ma main, elle est super agréable, je m'en sers pour absolument tout, en sachant qu'elle est ambidextre, mais il y a un petit problème, c'est-à-dire que les boutons sont du côté du pouce, donc si vous en savez avec la main gauche, je sais pas comment vous faites pour cliquer sur les boutons avec l'annulaire ou le petit doigt, je sais pas. En tout cas, elle est super pratique et je l'aime énormément. Petit plus pour la wheel qu'on peut lâcher, qui est juste un kiff absolu. C'était aussi présent sur la MX Master, mais en tout cas, c'est cool de la voir. J'aime beaucoup scroller comme un demeuré. Moi, c'est le gros kiff. Pour la partie des vidéos, comment je m'enregistre, donc j'ai déjà fait un setup avant qui était le setup du bricolage. Là, c'est une nouvelle version. C'est la même caméra. Du coup, c'est une EOS M50 de Canon, c'est une APS-C, c'est une petite caméra qui est très sympa, elle est plutôt hybride, elle sert autant en photographie qu'en vidéo, et je dois dire qu'elle fait pas mal le travail. Au niveau de sa 4K, c'est assez catastrophique, elle est vraiment très peu utilisable, notamment parce qu'on perd l'autofocus, et en plus elle crop salement. Donc je m'en sers assez peu. Par contre sa 1080 est relativement propre, j'aime beaucoup, en sachant qu'on peut la connecter à un ordinateur. Elle n'a pas le signal propre en HDMI, donc ne servira pas aussi bien qu'une Sony comme webcam, mais elle fait quand même le taf, c'est une bonne caméra. Au niveau des objectifs, j'ai retiré son objectif de base qui était un 15-45 et qui me sert à l'heure actuelle uniquement pour le grand angle. J'aime un petit peu moins le rendu qu'il a, donc je m'en sers assez peu, mais quand j'ai besoin de shots un petit peu plus larges, il est quand même très pratique à avoir. Au niveau des ouvertures, il tourne en moyenne entre 4,5 et 7, ce qui fait que il a une utilisation qui est un peu différente de celle que j'ai actuellement, qui est une Sigma 30 mm équivalent 50 mm ouverture à 1.4, qui me permet d'avoir un joli bokeh derrière, qui est très joli avec des belles couleurs. On peut faire plein de choses avec, c'est vraiment une superbe focale. Son seul énorme problème, c'est que il faut que je l'ai loin de moi, parce que c'est une 50 mm, mais j'aime pas du tout le rendu du 16, je trouve que ça déforme les visages. Là au moins je ressemble à ça, donc si c'est dégueulasse, le modèle l'est. Je trouve la 50 vraiment très sympa et je suis prêt à jouer avec les concessions, c'est pas vraiment grave. À vous de me dire ce que vous préférez, mais franchement, elle est vraiment top. Et celle-ci, c'était très moyen, j'aime pas du tout.
Alors au niveau des combos que je peux faire avec ce truc là, il se trouve que cette caméra fait vraiment des très bons portraits. Je veux dire, l'objectif est top pour le portrait, en basse lumière le rendu est agréablement surprenant et plutôt bon. Voilà, elle a un bon rendu au niveau des portraits en basse lumière, ce qui est assez surprenant, on s'y attendrait pas forcément. Et j'aime beaucoup cette caméra pour ça. D'ailleurs, à la base, elle a été faite pour la photographie et il se trouve qu'elle fait de bonnes vidéos. Elle a tendance à un petit peu cropper, ce qui est un problème dans certains cas, mais en photo, c'est juste top à mon sens. Après, je suis loin d'être expert, hein, donc c'est un avis assez simple. La caméra est montée sur le mount kit de Elgato. En fait, j'ai pas la place de foutre un trépied parce que la caméra, vous la voyez pas, mais elle est collée au mur presque, elle est au plus loin possible de moi. Ce qui fait que, comme j'ai pas beaucoup de place, j'ai décidé de prendre le mount kit, je le mets sur le bureau et ça me permet de pas avoir de trépied qui se promène partout. J'ai déjà le trépied pour la lampe, c'est largement suffisant. D'ailleurs, dans un monde idéal, j'aurais bien foutre la lampe sur le mount kit, mais elle est un petit peu lourde et ça ne fonctionne pas parfaitement. Au niveau du bras, vous voyez qu'il est hyper haut et la caméra est juste au milieu. En fait, tout l'intérêt de la chose, c'est que j'ai la caméra pour faire du facecam et idéalement, dans un monde différent où je ferai plus de tests et d'ouverture de colis, j'aimerais bien que le bras du dessus me permette de faire un top-down shot, donc que ce soit avec le téléphone ou la caméra directement. À l'heure actuelle, je n'en suis pas encore servi, mais en tout cas, tout est prêt pour ça. On verra quand j'en aurai envie, mais en tout cas, c'est prêt. Et peut-être que par la suite, je ferai l'acquisition d'un trépied, pas forcément pour ici, mais pour déplacer les shots, peut-être dans le salon ou dans un autre espace de la maison, vu que je n'ai pas de trépied à l'heure actuelle. Ceux qui ont vu le premier setup savent que mon trépied, c'était une table basse, donc arrivé à un certain stade, on fait pas de miracle. Quand j'ai besoin de prendre des shots assez rapidement, et ben j'utilise mon iPhone. Tout simplement, pourquoi? Parce que la qualité, elle est super bonne. C'est un iPhone 12. Tant que la lumière est bonne, les photos et les vidéos sont très correctes. Alors on n'a pas de flow d'arrière-plan, on a peut-être des couleurs qui sont pas parfaites, mais pour ce que j'en fais, c'est-à-dire souvent c'est pour compléter, par exemple pour prendre des shots sur des objets, c'est largement suffisant, ça fait des très beaux clichés. Au niveau de l'audio maintenant, c'est ce que je connais le moins vu que je viens de le changer très récemment. En fait, j'ai une interface audio de marque Yamaha qui est le plus simple qu'on puisse trouver vu qu'on peut simplement y mettre un câble XLR, contrôler le gain et avoir un retour audio. Voilà, elle a du Phantom Power, ce qui est indispensable pour mon micro et elle fait très bien le taf. Pour le micro, c'est un C2000B de AKG, donc c'est un condensateur qui offre des rendus de voix que je trouve super intéressants. La voix est très propre, ça manque peut-être un petit peu de basse pour certains, mais j'aime beaucoup le rendu et on peut le retravailler en post-production. Donc là vraiment le problème vient pas vraiment du micro mais plutôt de moi qui ne fait pas grand chose en post-prod, mais c'est peut-être vous à changer si vous avez des conseils, d'ailleurs je suis toujours preneur. Idéalement il faudrait que je prenne un petit filtre anti-pop, ne serait-ce que pour savoir à quelle distance il faut que je parle, parce que vraiment je suis pas doué, je bouge tout le temps, enfin vous voyez je bouge partout, j'envoie les bras, donc je balance des plosifs dans le micro, je souffle dedans, je bouge de droite, enfin bref, faut que j'apprenne à parler dans un micro et que je prenne un filtre anti-pop. Au niveau du pied du micro, comme vous avez vu, c'est quelque chose que je mets sur le bureau et que je peux balader. À la base, j'avais un bras que je connectais au mount kit, mais en fait c'était juste une véritable purge. T'as un bâton qui se balade partout dans ta pièce avec un micro au bout, c'est chiant, c'est pas pratique, c'est pas esthétique. Là je trouve que ce petit support est tellement mieux. C'est simple mais efficace. Je me suis inspiré de pas mal de podcasts qui utilisent ça et franchement, c'est, je trouve, beaucoup plus propre. Mais bien sûr, ça va dépendre de chacun, de vos besoins. En l'occurrence, vu que le micro doit être à une certaine distance, pas être trop loin mais vraiment dans un angle idéal, et ben je trouve que ça match assez bien. Mais ça va dépendre de votre micro et de vos objectifs tout simplement. Donc, mon casque audio, c'est un Philips SHP 9500. Attends, je vérifie, c'est bien ça. Et c'est un casque qui est hyper neutre, tout simplement. C'est le son mais le plus neutre que vous puissiez trouver. Alors bien sûr, dans sa gamme de prix, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. Et à quoi il me sert? Il va principalement pour soit écouter des voix, donc que ce soit des conversations ou des vidéos, et surtout pour donc faire mon montage vidéo. Et j'ai besoin de cette simplicité parce que je veux vraiment savoir ce qui va ressortir derrière, et il est relativement précis. Je sais que d'autres le seront bien plus, mais à moi il me suffit pour l'instant, et c'est un bon casque en règle générale. Ce que je préfère, c'est que le câble est déconnectable, donc on peut y ajouter par exemple un petit micro qui vient se mettre en jack si on a envie de le transformer en casque audio, donc il est assez polyvalent. Ça fait quelques années que je l'ai et il fonctionne parfaitement bien, donc je le recommande si vous recherchez cette neutralité. Par contre attention, pour écouter de la musique, c'est vraiment triste, ça manque vraiment de basse, ça manque vraiment de profondeur sur les sons, mais il n'est pas là pour ça tout simplement. Dans le cas où j'ai besoin d'un petit peu plus de vibe en fait, et je mets le HomePod mini qui moi me suffit. Je sais que certains vont s'arracher les yeux et les oreilles dans les commentaires, mais voilà. J'ai deux petites lampes sur le bureau qui sont donc des
Philips Hue Go. Donc c'est les bulbes, c'est des vieux modèles, donc ils sont pas reliés à mon téléphone ni quoi que ce soit, ils ont des boutons à l'arrière, ils sont RGB et franchement le résultat est super esthétique, ça met vraiment une ambiance dans la pièce le soir, c'est juste top. Leur gros défaut, parce qu'ils en ont un qui est vraiment horrible, c'est qu'ils ont tendance à clipper comme des énormes porcs quand je commence à enregistrer. C'est-à-dire que si je me mets pas en 60 images par seconde, si je monte pas mon shutter speed, j'ai des lignes horizontales qui vont popper à l'écran et c'est super pénible. D'ailleurs, si vous checkez sur les vidéos, vous les verrez de temps à autre parce qu'elles ont une fréquence de luminosité, je sais pas comment on dit, qui est assez dérangeante à ce niveau-là. Je sais que toutes les lumières ne le font pas, en tout cas celles-ci le font énormément et ça me demande vraiment de jouer en conséquence quand je commence à enregistrer. Ce qui est marrant, mais c'est un petit peu pénible aussi. La lampe principale de ce setup, ce qu'on appelle la Keylight, c'est une GVM. Pourquoi ce modèle? Tout simplement parce que je voulais quelque chose qui puisse être contrôlable, qui ait donc un dôme qui permet vraiment de diffuser la lumière, et je voulais pas non plus avoir à payer une somme faramineuse. J'étais très tenté par une Aputure, mais je n'ai juste pas du tout les moyens. Et du coup, ce modèle-là, qui tournait autour des 150 €, m'a paru être une bonne solution et je dois admettre que ça fait maintenant quelques années que je l'ai aussi et ça marche divinement bien, c'est un très bon modèle, j'ai pas eu de problème majeur, il a le câble peut-être un petit peu court sur la batterie, ce qui fait que j'ai dû faire un truc un peu chimique pour que la batterie tienne au milieu, mais c'est une bonne lumière. Est-ce qu'elle est parfaite? Non, c'est-à-dire que le contrôle il est avec une petite molette mais il marche par cran, ce qui fait que c'est vraiment pas une évolution diffuse on va dire, c'est vraiment cranté, qui a du positif parce qu'au moins on peut le contrôler mais c'est pas aussi précis que d'autres, donc si on veut vraiment une teinte qui est entre deux niveaux, et bon ce sera juste pas du tout atteignable. Je trouve quand même que c'est un excellent modèle. J'ai essayé des petits panels par exemple, ça n'a pas du tout le même rendu, enfin c'est pas la même qualité, là vraiment on a une belle lumière et à la base elle me servait pour le portrait, ça marche très très bien, donc si vous cherchez quelque chose, visez quand même un diffuseur de lumière, c'est beaucoup plus sympa, et idéalement si vous avez les moyens, évitez les ampoules que vous mettez dans un diffuseur, le résultat est pas trop mal mais il est bizarre par moment et vous ne pouvez pas le contrôler, ça c'est quand même vraiment beaucoup plus pratique, même si ça demande de mettre un petit peu plus de budget, je pense que ça vaut la peine. D'ailleurs en règle générale, je pense que la Keylight c'est un des éléments les plus importants, ne serait-ce que parce qu'il vous permet de maintenir une certaine cohérence entre vos scènes, parce que si c'est la même lumière qui vous illumine avec la même intensité, vous aurez toujours le même shot, et ensuite ça permet aussi de tourner à n'importe quelle heure, donc si jamais il n'y a pas de soleil, pas de lumière dehors comme maintenant, je peux quand même enregistrer sans aucun problème, en sachant que la lumière extérieure elle a du positif mais beaucoup de négatif vu qu'elle est absolument incontrôlable et qu'elle fait vraiment n'importe quoi. Là en l'occurrence elle est pas trop mal, mais c'est compliqué d'avoir un background intéressant quand on a une fenêtre qui donne sur l'arrière aussi, donc vraiment cette lumière, la Keylight me permet toutes ces choses-là, elle permet de jouer sur les profondeurs et tout ça, donc c'est un élément que je trouve vraiment indispensable. L'élément principal, le centre de tout, c'est le petit lit de Lucas parce que je l'ai toujours à côté. Alors quand j'enregistre, il se barre parce qu'il aime pas quand je parle, donc vous le voyez beaucoup moins dernièrement. Mais en règle générale, il est toujours à ma droite, dans son petit lit, à me regarder, et c'est un énorme support quand j'écris les vidéos et quand je fais du montage pendant de longues heures. Donc dans l'ensemble, c'est un setup qui est relativement simple. Alors j'ai fait une vidéo qui dure 3 plombes parce que je parle beaucoup, mais en soi il y a quand même très peu de matériel, chaque chose a une utilisation très spécifique, et en réalité, je pense qu'on est quand même vraiment sur le minimum du minimum. En tout cas, ça marche très très bien et j'en suis très satisfait. Il y aura sûrement des modifications qui seront faites. Ça fait très peu de temps que je suis dans cet espace avec ce setup en particulier. C'est aussi pour ça que j'ai fait moins de vidéos. Mais je trouve que ça marche plutôt pas mal. C'est assez intéressant à faire en tout cas. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je les lis absolument tous, donc si vous avez des conseils, je suis toujours preneur. Là, la prochaine évolution qui va arriver, c'est de mettre des plantes pour ajouter un petit peu de texture et de couleur à tout ce setup. Si vous avez des idées sur ce que je peux améliorer, donc partagez. Sinon, j'espère que ça vous aura plu, c'était Thomas, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.